Bienvenue dans Legitimize, bienvenue dans un voyage intérieur. Bienvenue Laetitia. Merci, merci, merci pour l'accueil. Qui étais-tu avant d'être une femme qui guide les autres aujourd'hui? C'est une très bonne question. Quand l'embryon se crée, euh, avant même que le cerveau ne soit créé, quand on regarde le processus de la création d'un bébé, il y a d'abord le cœur qui bat. Et c'est vrai que pour arriver là où je suis arrivée aujourd'hui, il y a eu un battement de cœur, il y a eu un appel vers ma mission de vie. Et pour répondre à ta question, qui j'étais, c'est ça, hein? Qui j'étais? J'étais une petite fille qui est arrivée du Congo à l'âge de 5 ans. Je suis arrivée en robe de princesse rose à l'aéroport de Zaventem accompagnée de mon papa et, euh, et de ma maman. Et je me souviens, pour l'anecdote, j'avais fait pipi dans l'avion sur ma belle robe. Donc l'histoire démarre bien, hein. Et voilà, donc cette petite fille qui vient du Congo et qui est d'origine congolaise, donc est arrivée en Belgique dans un environnement qu'elle ne connaissait pas. Et elle a grandi et voilà, c'est ça. En plus, pour la petite histoire, j'arrive au mois de décembre en Belgique. Il faisait super froid. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et, euh, et voilà, et donc cette petite fille, elle débarque à l'aéroport et je dois faire preuve de résilience parce que je suis dans un environnement qui n'est pas le mien. Moi, je viens du soleil. Euh, donc voilà un petit peu comment démarre mon histoire ici en Belgique. Est-ce que vraiment tu t'es sentie cassée à un moment donné, pas à ta place? Mm. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? Mm. Écoute, quand on arrive dans un pays qui n'est pas le sien, euh, d'office, on ne se sent pas à sa place en fait. Parce qu'on reconnaît dès l'enfance que l'environnement n'est pas le sien. Et est-ce que oui, je me suis sentie souvent pas à ma place? Oui, que ce soit ici en Belgique, dans les écoles où j'ai étudié, de la maternelle jusqu'à l'école primaire. J'étais souvent la seule ou la deuxième africaine dans la classe, euh, puisque j'ai grandi dans des environnements, euh, dans des environnements où en fait il y avait énormément d'enfants euh, blancs, voilà, des Caucasiens, des Belges. Et donc oui, donc tu te poses la question, elle est où ma place? Et puis je viens d'une fratrie où on est 14 enfants. 14 enfants? 14 enfants. Waouh! Et, Incroyable! euh, et moi je suis pile au milieu. Et c'est de nouveau la question de elle est où ma place? Parce que j'ai d'autres petits frères et sœurs en dessous de Ouais. moi. Donc, je suis une aînée, mais sans être une aînée, parce que j'ai d'autres grands frères et sœurs au-dessus de moi. Et donc, oui, la question de la place, ça a été souvent remis sur la table tout au long de ma vie. C'est à quel moment que tu as compris que ton cerveau, ton corps, ton ressenti pouvaient être des outils aujourd'hui? Ben, Ce petit déclic-là, c'est alors, quand le tu petit l'as eu? déclic, déjà, il faut savoir que la résilience, c'est l'histoire de ma vie. J'ai dû faire preuve de résilience dans énormément de situations dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que la vie m'a présenté des situations où il fallait que je développe de la résilience, que ce soit, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, et puis j'ai été élevée dans une famille d'accueil européenne, parce qu'à l'époque, voilà, mon papa, c'était un homme qui voyageait énormément. Euh, et donc, mes frères et sœurs, on était dans deux familles d'accueil. Mmh. Moi, j'étais avec ma petite sœur, donc déjà là, c'est s'imposer dans la cour de récré, c'est parfois avoir le manque des parents. Mmh. Il faut faire preuve de résilience par rapport à ça, tu vois. T'es une enfant. Je reviens toujours au fait que t'es pas dans ton environnement Ouais. naturel. Et puis, Laetitia a grandi. voilà, et puis Laetitia a grandi. Et puis la résilience, c'était aussi la maladie, c'était
tout ce qui se passait dans ma famille, tu vois, dans ma famille biologique, hein, pas ma famille d'accueil. La résilience, c'était aussi moi-même. J'ai eu une maladie auto-immune, et donc, qui est l'endométriose. Et donc voilà, de nouveau, en fait, si je remarque bien, la résilience, c'est l'histoire de ma vie. Et puis moi-même aussi, je me mets des challenges, je dois être résiliente. Parce que quand on regarde mon parcours professionnel, je suis vraiment une licorne, quoi. Je suis une licorne. Le parcours, rien à voir. Je pars du commercial Associatif. à l'associative, à l'entrepreneuriat, aux neurosciences appliquées, aux finances, à l'analytique, aussi, j'ai été formée en tant qu'enseignante Montessori, donc j'ai travaillé à l'International Montessori School, une grande école internationale ici en Belgique. J'étais enseignante, donc j'ai un parcours de licorne en fait. Et tout ça pour pouvoir mener tous ces projets, eh bien, il faut de la résilience. Faut pouvoir, la résilience, c'est la Tout à fait. capacité de s'adapter, en fait, hein. Et c'est à quel moment que tu as eu ce déclic que, genre, justement, le cerveau, le corps, vraiment, ton ressenti, pouvaient être des outils aujourd'hui? Mais en fait, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience à un moment C'est donné. important de ce mot de dire: «J'ai pris Ouais, conscience». en Donc le fait, déclic, c'est-à-dire de prendre conscience, exactement. En fait, c'est au moment où j'ai pris conscience euh, de la résilience et ma résilience, au moment où j'ai pris conscience que, en fait, tout mon être physique, émotionnel, tout était interconnecté, et qu'à un moment donné, dans la vie, si tu veux pouvoir fonctionner pleinement, eh bien, moi, les neurosciences, ça m'a permis de découvrir, en fait, tous ces fonctionnements. Et comment je suis arrivée là? En fait, c'est très simple, hein. J'ai démarré... d'abord, j'ai fait un burn-out OK. dans le milieu financier. Donc, je travaillais dans les finances. J'étais analyste... Data analyst? non, c'était tout ce qui est fraude, donc OK. anti-blanchiment d'argent. Donc, j'ai travaillé dans deux grands groupes internationaux. Et donc, oui, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out du travail, burn-out de courir. Et au moment où je fais ce burn-out, je me fais accompagner aussi. Et je découvre en fait que je suis en dépression depuis quand même 7-8 ans. Et que je Et tiens tu en te rendais fait. pas compte, en Ah fait? non, 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 parce qu'il y a plusieurs phases dans la Ouais, dépression. ouais. Donc moi, il y a un burn-out qui se déclenche. Donc il faut savoir que le burn-out, c'est lié au travail. Ouais. Et donc ça m'oblige à devoir me reposer. Mais en plus, je constate au travers en fait, de cet accompagnement thérapeutique qu'en fait, je suis aussi en dépression et que je tiens depuis des années. Et qu'à un moment donné, mon corps, il va lâcher, quoi. lâcher, et il va lâcher Il en très, peut très plus, mal. ouais. Et donc voilà, voilà, c'est ces chocs-là, en fait, de la vie qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû ralentir, creuser, et je me suis tournée vers les neurosciences appliquées. Donc ça veut dire que tu as dû d'abord guérir avant d'aider les autres? J'ai dû d'abord prendre conscience, Ouais. traverser le parcours de guérison. Il faut savoir que c'est un long chemin, la guérison. On ne guérit pas en 3 mois, 6 mois, 1 an. Pas Les du tout. coachs ou les thérapeutes qui vous disent ça, c'est des grands menteurs. Surtout quand, on traverse des moments très difficiles dans la vie. Euh, voilà, la guérison, c'est un parcours. Et après, je dirais que même quand on est dans ce parcours de guérison, parce que souvent on dit « oui, mais tu n'as pas fini d'être guéri, comment tu peux aider les autres ?» Je dirais qu'il faut atteindre un certain stade de guérison, donc quand on est presque à la fin de la guérison, pour pouvoir se dire « ok, je vais pouvoir apporter en fait quelque chose aux autres, être une valeur ajoutée aux autres. Ma vie, mon expertise, elle peut apporter aux autres. » Parce que, pour te dire honnêtement, quand j'ai commencé Neuroperformance, j'étais vraiment bien, bien, bien sortie de l'eau. Et je prends toujours l'image de, voilà, j'étais sous l'eau, puis j'ai sorti les cheveux, j'ai sorti la tête, et je suis arrivée au niveau de la taille. Et là, j'ai dit, bon, là, je peux commencer quand même à être un peu plus en mouvement. T'arrives et à tout. souffler, quoi. T'arrives à respirer. Voilà. Parce qu'en fait, j'arrivais à un stade de ma vie où, quand je suis arrivée à ce niveau-là, j'avais compris que,
en fait, ma guérison dépendait aussi de ce que j'apporte aux autres. Ouais, ce que tu vas transmettre, quoi. Exactement. Et parfois, dans la guérison, on donne trop vite. Ouais. On n'a pas suffisamment dans le réservoir, en fait. Ouais. Et moi, j'avais suffisamment dans mon réservoir, mais maintenant, j'avais besoin de pouvoir aider pour que ça puisse m'aider. Ok. Et après, je peux dire que là, je suis sortie de l'eau, ouais. Ouais. Ok. Et comment, par exemple, une personne voilà, qui nous écoute aujourd'hui, que elle a subi des traumatismes ou des traumatismes euh, transgénérationnels, par exemple, ou peu importe, ou une dépression, comment cette personne aujourd'hui, elle peut prendre conscience et aussi se rendre compte que peut-être qu'elle passe le processus de guérison et elle se rend compte que elle arrive vers le dernier stade. Parce que parfois, on ne sait pas est-ce qu'on a guéri totalement ou parfois il se fait juste d'une petite alarme et ça réveille ses traumas. Ouais. Donc, comment on peut sentir que vraiment, on a passé on va dire, le grand processus et on arrive vers la fin? Comment on peut se sentir à ce stade-là? Déjà, il faut savoir d'où vient le problème. Même quand on prend conscience, c'est Mhm. un premier stade. Et après, c'est d'où ça vient. Alors là, je vais devoir m'étaler sur mes connaissances en neurosciences appliquées. Il y a plusieurs choses d'où ça vient. Est-ce que déjà ça t'appartient ou bien ça vous appartient? Et là, c'est une grande question, c'est qu'il y a plusieurs manières en fait de traverser ce processus et c'est de creuser et de se poser la question, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui vient de moi ou est-ce que c'est transgénérationnel? Parce que dans les neurosciences appliquées, ce qu'on nous explique, c'est quoi? On nous parle de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est que l'ADN va, comment dire, renfermer en fait des informations qui viennent de ta famille. Et ces informations qui viennent de ta famille peuvent se transmettre de génération en génération. Il y a une étude qui a été démontrée que l'arrière-grand-mère qui a été violée, par exemple, eh bien, la 5e, 6e, 7e génération, l'enfant subissait en fait des symptômes post-traumatiques qui viennent de la grand-mère. Ouais, ok. Et ça, c'est dans l'épigénétique. Ouais. Donc, je dirais que même quand tu prends conscience, c'est de te poser la question d'où ça vient, est-ce que c'est à moi? Et questionner ta famille. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta famille et qui fait que toi, aujourd'hui, tu portes peut-être certaines choses de manière inconsciente? Oui. Je travaille énormément avec l'inconscient. Ouais. Comment est-ce que l'inconscient peut emmagasiner, renfermer des informations? Et puis, à partir de là, on peut évoluer et avancer, quoi. Ouais, c'est incroyable parce que même le corps, les muscles, ils ont des cerveaux qui restent, en fait, que ça se transmet. Et en fait, il y a un truc, ça m'a toujours interpellée, c'est que parfois, on voit toujours ce message de dire que, en fait, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas guéri, mais nous, on prend ce processus de guérison malgré les traumatismes transgénérationnels et qu'on va essayer de les guérir. Est-ce qu'on les guérit vraiment? Parce qu'ils disent, oui, on va les guérir pour qu'on ne puisse pas les transmettre à nos enfants. Mais que ça se transmet quand même si on est dans le processus de guérison, de certaines choses qui sont passées de génération, qui se sont transmis, pardon, de génération en génération. Sauf quand on fait tous les processus, la kinésiothérapie, Ouais. toutes les sortes de thérapies Ouais. qui existent, quoi. Ouais. Parfois, quand tu vas chez un thérapeute, je sais pas comment, j'ai oublié comment on appelle le nom, mais en fait, il peut te sortir des choses qui sont passées, qui sont transmises de génération en génération. Mhm. Donc, toi, tu prends conscience de l'existence de ça, mais est-ce qu'on guérit vraiment? Ou est-ce que la mémoire du corps, elle les transmet quand même, comme tu as dit, dans notre ADN, quoi? Oui. Oui, comme tu dis, donc le corps, c'est vraiment... le corps a des capteurs, en fait, des Ouais. capteurs sensoriels qui va recevoir des informations en fonction de ce que tu vis dans l'environnement. Tu vis dans un environnement très anxiogène, très stressant, ton corps va capter ces informations et donc va loger ces informations dans ton corps, dans différentes parties du corps, ça c'est vrai. Par rapport au transgénérationnel, quand tu parles de guérir, est-ce qu'on guérit vraiment? Est-ce que le fait qu'une personne dit, voilà, je veux guérir les traumas de ma famille? En fait, non, on ne guérit pas les traumas de la famille. Mhm. On prend conscience de qui nous sommes. Et là, on est plutôt dans la thérapie systémique.
où il y a un lien très fort aussi avec justement les neurosciences appliquées, le transgénérationnel, l'épigénétique, voilà, la biologie moléculaire, etc. Je reprends l'exemple de l'arrière-grand-mère qui a été violée, ok, et puis dans la 7e Oui. génération, l'enfant va, euh, comment dire, avoir des symptômes post-traumatiques alors qu'elle n'a jamais été violée. Ouais. Si cet enfant prend conscience en fait que son stress en fait qu'elle génère vient d'une transmission transgénérationnelle, déjà avec la prise de conscience, le corps reçoit une information, ce n'est pas à moi. Ok. Et quand tu prends conscience que c'est pas à toi, tu libères en fait. Très intéressant. Tu vois, tu libères et simplement ça appartient à mon arrière-grand-mère qui l'a vécu. Je n'ai pas besoin de le vivre. Est-ce que les blessures qu'on garde nous impactent encore dans notre quotidien? Oui, oui, je crois et je pense que les blessures qu'on garde trop longtemps, ça nous impacte. Imagine un peu, c'est comme un réservoir, ok. On va prendre non, on va prendre un aquarium. Si tu changes pas l'eau, l'aquarium devient sale à un moment donné, ok. Et bien, je pense que à un moment donné, si tu gardes trop la saleté à l'intérieur de toi, ça devient trop sale. Il faut faire un nettoyage. Et je pense que le processus de guérison, une fois que tu as pris conscience que tu es sorti, etc., c'est entretenir cet aquarium, ce corps intérieur. C'est-à-dire régulièrement, tu fais un nettoyage. Tu n'attends pas que les choses s'accumulent, en fait. Et c'est pour ça que finalement, est-ce qu'on dit que la guérison, c'est toute une vie? Oui, si on prend cette métaphore-là, tu vois, de se nettoyer régulièrement, toutes les semaines, tous les X temps. Donc oui, parce qu'on est des êtres humains, on est en contact avec d'autres êtres humains. Et donc oui, régulièrement, il faut faire un nettoyage intérieur pour pas s'encrasser, quoi. Ok. Et en fait, le truc, c'est que les blessures, ils gardent quand même des traces, des cicatrices. Donc, on n'oublie pas. Est-ce que malgré tes blessures, tu as oublié ou tu n'arrives toujours pas à oublier? Ben, on n'oublie pas, à moins de complètement changer l'aquarium, mais je peux pas changer mon corps. Donc, la même manière que quand tu nettoies un aquarium, ben, il y a des petites traces qui restent, tu vois, parce que c'est un aquarium qui prend de la valeur, qui prend de la bouteille, qui évolue dans le temps, dans les années. Et oui, donc effectivement, je pense que on garde des traces. On garde des traces et je pense que ces traces-là, ce sont simplement des souvenirs qui te rappellent par quoi tu es passé. Et quand tu les regardes, tu dis, ah ben tiens, je me souviens, ça c'était le trauma numéro, tu vois. Mais ça te permet justement d'avancer, je pense. Ouais. Mais tu dis souvent qu'on peut genre, reprogrammer notre cerveau donc, dans tes ateliers. Justement, ce serait bien aussi que tu puisses un peu introduire la méthode swing. Donc, tu as besoin que tu as pu développer. Mais en fait, comment on peut reprogrammer une douleur? Donc, on peut reprogrammer le cerveau. Mais comment on peut reprogrammer cette douleur-là qu'on ressent? Alors, avant, je parlais de reprogrammation, maintenant, je parle de rééducation. Ok. On rééduque le cerveau. Et donc, comment ça se passe, en fait, la rééducation cognitive quand j'applique, en fait, ma méthode? Ma méthode, elle se fait en 5 phases. Ben, tout d'abord, on va stimuler d'abord le cerveau. Donc, c'est le S de swing. Donc, on va passer par une période de stimulation où, justement, on va challenger, en fait, le cerveau, mais le corps aussi, parce que le corps va réagir avec plein d'outils, avec plein d'exercices, pour voir un petit peu le niveau de résilience, en fait. Parce que la méthode swing, en fait, à la base, c'est quoi? C'est rééduquer le cerveau pour pouvoir développer plus de résilience. C'est vraiment La résilience, c'est vraiment important dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, professionnellement et même pour la vie privée. Et c'est pas quelque chose qu'on qui est impossible à développer. Ouais. Déjà, quand on arrive au monde, quand on est, c'est déjà l'enfant est résilient en fait. Le choc qu'il emmagasine quand il sort de l'utérus ou quand il sort du ventre, c'est déjà en fait, on t'amène dans la vie, on dit écoute, ça va pas être simple, mais tu vas y arriver, tu vois. Donc voilà, le S c'est stimuler.
Le W, c'est workout, donc c'est l'entraînement. Une fois qu'on a stimulé, on a challengé, on a testé un peu jusqu'où tu vas, on va l'entraîner. L'entraînement, c'est là où démarre en fait la rééducation. Et donc, je vais étudier plein d'outils, de la technologie aussi, le neurofeedback. Je vais travailler avec des couleurs, avec des mots, avec l'espace, avec la dynamique consciente, inconsciente. Et puis, on a le I, c'est qu'une fois que tu t'es entraîné, va falloir que tu implémentes ça en fait dans ton environnement, dans ta vie de tous les jours. C'est un peu comme ce sportif professionnel qui passe des heures à la salle pour lever des poids. Et finalement, en fait, son sprint, il dure même pas 1 minute, quoi. Et cette sportive, elle s'est entraînée pendant 1 année pour courir 1 minute, en fait. Et donc, c'est un peu ça l'image, c'est que tu t'es entraîné, tu as fait l'entraînement, mais maintenant, il faut l'implémenter quand tu arrives au moment où il y a une situation qui se présente. Donc voilà, c'est l'implémentation, c'est comment je vais le mettre en place dans ma vie. Et puis le N, c'est naviguer. Je l'implémente dans ma vie, mais comment je vais naviguer? Comment est-ce que je vais utiliser, en fait, comment est-ce que je vais me mettre en mouvement et bouger, en fait, avec cette nouvelle façon de fonctionner avec mon cerveau? Et puis, la dernière phase, c'est le G, c'est growth. Parce qu'en fait, on n'arrête jamais d'évoluer, de croître. C'est pareil pour le sportif pro. Elle cherche, le sportif va toujours chercher, en fait, ou la sportive, elle va toujours chercher à aller chercher, en fait, plus loin et continuer à croître. Et si ce n'est pas de la croissance par rapport à la performance, en fait, de son sport, en fait, parfois, c'est la croissance intérieure. L'humain, quand tu observes, si on a compris ce principe que dès qu'on est, on est dans un processus de croissance. Et c'est pareil, c'est qu'après, je donne des outils. Comment je fais pour continuer à croître quand Laetitia, elle n'est plus là? Est-ce que tu t'es déjà dit que je suis fatiguée de devoir être la solution pour les autres? Oui. Et est-ce que tu peux en même temps répondre au fait, est-ce que ce métier-là t'oblige à rester vraiment forte ou parfois tu as le droit de tomber et voilà, juste lâcher prise? Oh my God, j'ai le droit de souffler, j'ai le droit de pleurer dans mon canapé. Tu m'as posé 3 questions. Je Voilà, reviens à la vas-y, let's première. go. Est-ce que parfois j'ai pensé que voilà, j'en ai marre un peu de tout le temps être la solution pour les autres? Dans le métier que je fais, si tu n'aimes pas aider les autres, tu ne fais pas le métier que je fais. Tout à fait. Déjà, on commence par là. Donc, une personne qui va faire le métier que je fais, c'est parce qu'elle aime aider les autres, elle aime être une solution. Si je développe une méthode, c'est pour pouvoir arriver à un résultat. Parce que dans mes accompagnements, je vais évaluer les résultats. Au départ, on fait un test, à la sortie, on fait un test pour voir voilà, l'évolution. Je ne vais pas aller dans le flou, en fait. Oui. Donc, oui, à un moment donné, c'est vrai que quand on fait le métier que je fais, on veut tellement aider que parfois on peut se perdre, en fait. On peut être mélanger le professionnel et le privé et l'émotionnel, etc. Et donc, c'est très dur pour moi parce que je suis quelqu'un de... Ah ouais, je suis quelqu'un de dévoué. Moi, je donne tout, en fait, tu vois. Moi, en séance, je donne tout. Je suis vraiment là avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû apprendre que les gens viennent chercher une réponse et un outil que j'ai développé et que je ne peux pas forcément être la solution pour tout le monde. Ma méthode peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Pour le moment, je n'ai jamais eu de retour négatif. Peut-être parce que j'ai attiré peut-être les bonnes personnes qui sont attirées et comprennent en fait comment est-ce que ça peut vraiment les aider. Mais voilà, oui, à un moment donné, j'ai dit ras-le-bol, quoi. Et même dans la vie privée, parce que ce comportement d'être une solution pour les autres, dans la vie privée aussi, on a tendance à vouloir être une solution constamment pour les autres. Est-ce que ça te fatigue, Laetitia? Ça m'a fatiguée à un moment donné. Et donc voilà, c'est à un moment donné dans ma vie où je me suis dit, OK, là, je dois reculer un petit peu. Là, je ne peux pas donner. J'ai dû réapprendre. Quand je
je prends l'image du réservoir, j'ai dû apprendre à regarder qu'est-ce qui reste dans mon réservoir. Mhm. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde ce qui reste dans mon réservoir. Et si j'ai un bon réservoir, alors je peux donner. Si mon réservoir n'est pas suffisamment rempli, ben non, je ne vais pas me sacrifier. Pas au point où... Parce que si je me sacrifie, après, il n'y a plus de Laetitia. Hein. On sait Ouais. plus, je ne sais C'est plus plus donner donné, après. oui. Donc, Est-ce que parfois tu as du mal avec le fait que on donne tellement trop, mais on ne reçoit pas de même retour? Ou est-ce qu'avant tu avais du mal et ça t'affectait, et maintenant tu as fait un travail sur toi? Et même au quotidien, hein, parfois en famille, ouais. amis, travail, ben, qu'on est passionné ou qu'on est une âme qui donne tout et qu'on ne reçoit pas assez de retour. Alors, j'ai appris, la vie m'a appris que dans le donner, le recevoir, Ouais. c'est rarement 50-50. Mm. Parce que si on doit peser ce que je donne et qu'il faut peser ce que l'autre donne, en fait, ma grille de lecture n'est pas la même grille de lecture que l'autre. Mhm. En revanche, il y a l'équité. Et l'équité, c'est différent. Tu ne vas pas peser. Moi, j'ai donné 50 €, tu me donnes 50 €. J'ai donné un bisou, tu me donnes un bisou. Non. L'équité, c'est-à-dire, c'est que moi, je sais ce que j'ai besoin, alors je vais exprimer ce que j'ai besoin pour pouvoir le recevoir. Et l'autre, je vais le questionner, ou je peux identifier ce qu'il a besoin et je peux lui donner. Et donc là, il y a de l'équité, en fait. Est-ce que ton métier t'oblige vraiment à rester forte et où en fait parfois tu donnes des moments où Laetitia peut un peu tomber, baisser un peu les bras? Alors, mon métier m'a donné énormément d'émotions au début, parce que parfois, je recevais au cabinet des gens en 1000 morceaux, suite à burn-out, dépression. Et souvent, ce sont des profils très performants, qui se challengent beaucoup dans la vie, et qui vont venir chez moi à un moment donné, ils ont craqué ou ils sont à la limite du craquage. Ouais. Alors, ne venez pas chez moi quand vous êtes à la limite du craquage, parce que c'est trop de boulot, mais venez quand vous avez identifié que vous allez presque craquer. Donc, quand vous êtes en zone orange, quoi. Pas la zone rouge. Au vert qui vire vers l'orange. Pour toi, ça veut dire quoi être légitime? Être légitime, pour moi, c'est être à sa juste place. C'est-à-dire que je comprends que je suis à ma place. Donc, je suis légitime d'être là, en fait. Est-ce que parfois tu as besoin de la validation du monde extérieur? Pendant longtemps, j'ai 38 ans aujourd'hui et j'ai fait un gros travail intérieur ces dernières années, ces 8 dernières années. En fait, j'ai démarré le travail intérieur de mon développement personnel en 2011. Et je me suis rapprochée de la foi en 2011. Comment tu as eu ce déclic-là? Quand j'ai été diagnostiquée de ma maladie auto-immune. D'endométriose? Ouais. Et donc, j'ai recherché la foi à ce Donc en moment-là. fait, tu as été diagnostiquée qu'en 2011? Ouais. Ouais, j'ai été diagnostiquée tard. Oui. Mais par la foi et pour moi que Dieu me protège, j'ai eu mon fils finalement. Je sais qu'il y a des mamans qui n'arrivent pas à avoir d'enfants à cause de l'endométriose, mais moi j'ai eu mon fils. Et voilà, et c'est ma plus belle réussite là, ces dernières années. C'est mon drive, c'est mon énergie, c'est mon impulsion, c'est tout quoi. Et donc, pour revenir à ta question d'être légitime, c'est vraiment pour moi être à sa juste place. Et pendant des années, je me suis souvent sentie illégitime. Illégitime dans le métier que je fais, parce que je suis une femme noire. Il faut savoir que la différence entre les neurosciences appliquées et être docteur en neurosciences, ce n'est pas la même chose. Les neurosciences appliquées, c'est une formation qu'on fait, qui peut durer 1 an, 2 ans, ça dépend à quelle vitesse tu vas étudier. Moi, ma formation, je l'ai faite en ligne, et donc j'ai été formée par les cours du docteur Philippe Pancallet, qui est docteur en neurosciences appliquées, et il est basé en France. Non, il n'est pas docteur en neurosciences appliquées, il est docteur en neurosciences et basé en France. Et donc, quand il s'agissait de parler en fait de mes connaissances en neurosciences appliquées, on me ramenait souvent, en fait, oui, tu as fait un master, tu as fait un bachelier, tu as fait un doctorat. Un doctorat, voilà.
Et c'est vrai qu'au début de mon métier, je me sentais pas légitime, en fait. Je me disais: «Non, je dois faire plus. Il faut que j'ai le master en docteur en sciences, il faut que j'ai peut-être le bachelier» et cetera. Et non, en fait, les neurosciences appliquées, il y a souvent énormément de Mmh. formations. Et après, c'est comment est-ce qu'on va appliquer, la théorie et les outils de neurosciences dans un environnement. Et moi, j'ai choisi plusieurs environnements. Il y a l'environnement féminin, il y a l'environnement en entreprise, Mmh. il y a, l'environnement pour, les personnes, qui ont une maladie de longue durée. Et donc voilà, et donc moi, je viens appliquer, en fait, ma méthodologie dans différents, environnements. Et donc à un moment donné, je me suis dit: «Laetitia, en fait, tu pas illégitime». Et c'est une question de posture. Mmh. À chaque fois que tu vas prendre une posture où tu te sens illégitime, mais tu renvoies aux autres que c'est le message qu'ils doivent Ouais. te donner. Maintenant, c'est fini. Moi, j'arrive, quand je commence à parler, les gens savent très bien qu'ils se rendent compte à un moment donné que je raconte pas n'importe quoi, Mmh. simplement. Et puisque je suis dans une posture où je me sens totalement légitime et totalement ma juste place, ça avance. Ouais, c'est comme en fait, si par exemple, si toi tu fais pas confiance en toi et en ton projet ou ta méthode ou ton travail, bah, les autres ils te feront pas confiance. Mais si toi tu dégages déjà cette confiance, tu confiance en toi, même si c'est parfois il y a des personnes qui ont un truc bullshit, mais tellement ils ont confiance en eux qu'ils arrivent et bim, tout le monde y J'ai croit, j'ai tu travaillé vois? dans la vente. C'est J'ai travaillé dans la c'est, vente, j'ai vu des gens mmh, qui ont vendu des produits, bullshit. mais pourris. Mais ils Mais avaient c'est ça un peu, tellement confiance en eux, tellement confiance aux produits qu'ils étaient en train de vendre, qu'eux-mêmes ils y croyaient, que d'autres ils y croient que les aussi. autres en face disaient: «Mais on va l'acheter ce produit!» C'est exactement ça. Tu vois? Donc, comme quoi, la légitimité, ça commence par soi-même, Par hein. soi-même, exactement. Mais c'est super important parce que, genre ça me rappelle moi parce que moi les personnes quand ils me voient, ben ils voient que c'est une jeune femme, parce que je fais aussi, plus jeune que mon âge, du coup ils ont, ce côté en mode: «Ah mais elle c'est juste une jeune» ou bien ils essayent de se permettre, certaines choses, mais une fois qu'on parle et qu'on a confiance, en nous et que moi j'ai confiance en moi, ben les personnes ils comprennent directement que, ben en fait, non. Il Exactement. y a pas de non, c'est Non, comme ça. exactement. Tu prends pas. Voilà, c'est ou tu prends l'information, tu prends pas l'information, tu m'invites ou tu m'invites pas, ça reste ton choix. Mais je veux dire, c'est parce que comme tu as dit, on a confiance, on se sent légitime, mais aussi on a confiance en notre expertise, ce qu'on peut apporter à la table. Mmh mh. Et donc, si tu en as besoin, eh ben, tu le prends. Tu Mmh. prends. C'est comme quand on prend un packaging, si tu as besoin de tout ce packaging complet, ben, et que tu te sens rassuré par rapport à ce packaging, tu le prends. Ouais, Mais c'est aussi par rapport à la confiance que nous, qu'on se donne en tant que femmes, de se dire que ben, on est capable, c'est notre place, on ne la donne pas, c'est notre place, ouais, comme chacun a sa place, homme, femme ou autre, n'importe quelle origine ou milieu social ou peu importe d'où l'environnement où on se trouve. c'est ça, Ben, je trouve que c'est à nous de dire que ça, c'est ma chaise, je viens et je m'assois. exactement. Et s'il y a pas de Et c'est pas chaise question que je la mérite, ça m'appartient en fait, c'est ma place. exactement. Et s'il y a pas de chaise, tu crées ta chaise. S'il y a pas ta place, tu crées Tu ta la place. construis. Moi, dans ce que je fais, la méthode que j'ai proposée, c'est quelque chose qui n'existait pas. J'ai créé mon espace. Ouais. Et donc, j'encourage vraiment toutes les femmes à prendre leur place. Et la légitimité, ça commence par Mhm. elles-mêmes en premier. Et comment tu fais maintenant face aux critiques? C'est-à-dire parfois on a toujours des personnes qui ils vont essayer de rabaisser par exemple Mhm. ou de montrer que mais donc eux ils savent mieux ou la méthode c'est de se dire que ah non mais it's bullshit, c'est pas vraiment ça fonctionne pas ou Mhm. enfin des choses. Comment tu fais face à ces critiques là? Est-ce que ça t'affecte maintenant ou Mhm. est-ce qu'avant ça t'affectait? Je vais te dire honnêtement, avant quand j'entendais des remarques, Oui. parce qu'une critique, en fait, pour moi, c'est fait pour se construire. En tout cas, si on prend la critique d'une manière constructive, Oui. hein, pour moi, il n'y a pas de critique négative. Mais je vais dire franchement, aujourd'hui, euh, si on prend l'aspect de la critique qui vient descendre la personne, ok, Mhm. si on part de cette dynamique-là, aujourd'hui, franchement, je suis barricadée, hein. Franchement, je suis barricadée. Tu peux dire la critique que tu veux. Parce qu'en fait, j'ai travaillé Sur toi. sur moi.
Et si on parle de mon métier, je sais que ça apporte des changements. Mmh. Je les ai vus, je les ai mesurés. Ouais. Et donc, si tu viens descendre ma méthodologie, si tu viens descendre ma méthodologie alors que tu l'as même pas testée, Mmh. viens d'abord la tester et puis fais-moi une critique. Mais si tu viens même pas la tester, et en général, les gens qui viennent la tester, après, ils Ils voient kiffent quoi. ils Ouais. voient les changements directement, Ouais, parce qu'en plus, c'est personnalisé. On part d'une méthodologie, mais ouais, après, je je sais pas. l'adapte en fonction de Oui, de la la personne. personne, oui. Hein. Donc, il y a jamais, en fait, un parcours Et c'est un travail de... énorme, hein. C'est un travail énorme, exactement. Et il n'y a jamais un parcours qui est identique chez Oui. moi. J'ai jamais les mêmes clients, j'ai jamais les mêmes profils. Et Laetitia, est-ce qu'on t'a déjà fait sentir que tu étais, trop jeune, trop femme, trop différente? Trop jeune, oui. Parce que déjà, quand tu regardes mon visage, je fais pas du tout mon Oui. âge. Ah oui. Vas-y, dans 2 ans, j'ai 40 ans. Eh franchement, tu sais que quand tu me Heu l'as dit la première fois, je t'ai pas cru. et donc, petite anecdote, au début, quand je faisais les consultations et tout ça, je mettais parce que je porte des lunettes, hein, Oui. Ah OK. au début de mes consultations ou bien quand j'allais dans des environnements où il y avait des personnes, qui avaient un certain âge pour paraître un peu plus sérieuses, Ouais. je mettais mes lunettes. En fait, à un moment donné, j'ai d'ailleurs, mon fils, il a cassé mes lunettes, donc je ne sais plus les porter. Et ça Ah doit c'est être un... c'est même pas des lunettes de vue, c'est des lunettes de Non, vue? non, non, Ah c'est c'est des des lunettes lunettes de de vue. Je vue. porte vraiment Ouais. des lunettes de OK. vue et je les mettais quand je faisais mes consultations, etc. Ou bien quand j'allais, comment dire, dans des événements, distribuer mes cartes de visite. En fait, ça me permettait de paraître un peu plus sérieuse et être légitime Ouais. par rapport à mon métier. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, tu m'aimes comme je suis ou pas? Et j'ai misé en fait ma force sur ce que je raconte, sur ce Ouais. que je dis, Est-ce que tu apportes? ce que j'apporte. Et je vais au culot. Quand je fais du networking, quand je vais dans des événements, quand je parle en entreprise, je parle en transmettant mon expertise. Mmh. Donc mon physique, à un moment donné, je pense que les gens, ils l'oublient en fait. Ouais. Tu vois. Et voilà. C'est pas... Et tu le dis souvent, c'est pas parce on a échoué qu'on était un échec. Et est-ce que tu veux bien expliquer cette phrase pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se pardonner, en fait? Ah, moi, j'ai compris une chose, hein. L'échec, c'est trop bien en fait. Non mais on va me prendre pour une dingue. En fait, échouer, moi je kiffe échouer. Je kiffe échouer. Et franchement, Mais pourquoi? je vous appelle à kiffer échouer parce que dans l'échec, on apprend tellement sur soi-même. Et ça, c'est notre challenge. On apprend tellement sur soi-même et les autres. On apprend tellement sur la vie, sur son environnement. Mmh. Kiffer l'échec. Kiffer l'échec. Parce que c'est dans l'échec qu'on tire le plus d'apprentissage. Et c'est ça, en fait, l'histoire de la résilience. Mmh. C'est, je vais tomber, maintenant, comment je vais faire pour me relever? Ouais. L'échec, c'est un moment où, et même au niveau cognitif, hein, c'est le moment où la créativité, elle va être le plus challengée. Mmh. Mais si tu actives les neurones de créativité pour résoudre le problème et t'en sortir, mais après ça, le nombre de connexions neuronales que tu as développées, Mmh. le boldness que tu as développé juste après, mais en fait, tu te rends même pas compte. Moi, des fois, je suis là en mode, je cherche l'échec, quoi. T'es où l'échec? Je veux que tu m'apprennes quelque chose. Parce qu'en fait, quand tu échoues jamais, tu stagnes. Ouais. Tu sais pas avancer, en fait. Et souvent, c'est dans les périodes les plus compliquées, les plus difficiles, que juste après. Juste après. Parfois, la période compliquée, difficile, elle peut durer longtemps. Oui. Parfois, elle dure longtemps aussi parce que tu n'as pas compris. Pour ça, je dis souvent, mais vraiment, kiffer l'échec, en fait. Tu vois. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui n'arrivent pas, justement à se pardonner? J'ai envie de dire, ça indique quelque chose sur toi. Ça dépend. Alors, si c'est un échec, genre toi, tu as mal Mmh. fait, tu as Mmh. échoué quelque chose, ça indique quelque chose sur toi. Si tu n'arrives pas à te pardonner toi-même de Mmh. ce que tu as mal fait, Ouais. alors ça va être compliqué d'évoluer. Et là, la vie, elle est en train de te challenger pour te dire, maintenant, il va falloir mettre ton ego de côté, Ouais. apprendre que tu n'es pas parfaite et lâcher prise pour apprendre.
sais, quand on parle de lâcher prise, c'est un peu, je vois mes 2 mains. Si je prends cette tasse de café et cette autre tasse de café, je peux pas prendre quelque chose de nouveau si j'en lâche pas une. Si Ouais. je lâche pas une tasse de café, c'est pas possible, tu vois? Et parfois, il faut même lâcher les 2 mains pour pouvoir avoir quelque chose de brand new, tu vois? Ouais. Complètement nouveau. Et c'est ça, en fait, c'est que, j'ai envie de dire, ça indique quelque chose sur toi. Maintenant, par rapport à pardonner. Pardonner un mal qui vient de l'extérieur. On t'a fait du mal. Mmh. C'est aussi un indicateur. Ça veut dire on a dépassé tes valeurs. C'est peut-être le moment de revoir un petit peu tes valeurs et qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour avoir ta juste place. Mmh. Ça peut être un indicateur sur tes émotions. Le mal qu'on t'a fait, ça fait bouger en fait des émotions à l'intérieur de toi. Mmh. Et donc, comment tu vas faire pour apprendre à mieux gérer tes émotions, peut-être à mieux les accueillir, Ouais. tu vois? Donc, c'est toujours un indicateur sur soi. Le pardon, certaines choses qu'il faut pardonner, c'est des processus qui sont très, très longs. Quand on parle des gros traumatismes familiaux de la vie ou de harcèlement, Mmh. tu vois, ça impacte. Et même au niveau des neurosciences appliquées, Ouais. les gros chocs traumatisants de la vie, ça vient justement modifier certaines zones du cerveau qu'on Mmh. peut clairement voir au travers d'un électroencéphalogramme. Donc, quand on fait un scan de ton cerveau, on peut voir vraiment qu'il y a des zones de ton cerveau qui ont été modifiées à cause de Mmh. ce choc, tu vois. Mais on voit aussi que le corps est tellement résilient, le cerveau est tellement résilient que quand tu passes au-dessus de ça, Mmh. ce qu'on remarque, c'est que le cerveau va développer un état supérieur, en fait, de Ouais. fonctionnement et va développer des neurones que tu n'avais pas avant, Ouais. tu vois? Donc, apprenez à, je dirais, il faut apprendre à pardonner. Une petite lettre à la petite Laetitia. Tu lui dirais quoi aujourd'hui avec tout ce que tu sais? En 10 secondes. Qu'est-ce que je lui dirais? Laetitia, tu es à ta place, cesse de te sentir coupable de tout, parce que tu sais même pas ce qui t'attend, en fait. Tu es tellement vouée à un avenir brillant et grandiose. Tu vois, il y a aucune humilité dans ce que je dis. Vraiment, merci beaucoup Laetitia. Avec plaisir. C'était, un épisode incroyable.